Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo qui va aborder la notion d'oxydation, abordée dans le programme de première spécialité. Vous avez à l'image deux métaux qui ont subi une oxydation, un morceau de fer et un morceau de cuivre. Comment va-t-on modéliser cette transformation d'oxydation? Alors à l'origine, le terme d'oxydation que vous connaissez est tiré de oxygène. Le dioxygène qui est présent dans l'air est un oxydant assez fort et donc il peut attaquer les métaux comme vous le voyez ici. Mais il ne faut pas résumer l'oxydation à l'action de l'oxygène. Si je mets du fer dans une solution acide, les ions H+, oxydants également, vont faire réagir le fer. Et donc là, vous avez une réaction qui ne fait pas intervenir le dioxygène de l'air. De la même manière, quand on met un morceau de cuivre dans une solution qui contient des ions argent, voilà ce que l'on peut voir apparaître. Le cuivre subit une transformation qu'on appelle une oxydation, mais là encore sans faire intervenir le dioxygène de l'air. Alors nous allons donc maintenant développer cette notion d'oxydation et voir qu'associée à cette oxydation, il y a une autre transformation qu'on appelle la réduction. Les métaux, le fer, le cuivre, mais les autres, sont des espèces qui peuvent subir une oxydation, on les appelle des réducteurs. Prenons l'exemple du cuivre. Si on place un morceau de cuivre dans une solution qui contient des ions argent, je vous ai montré l'image juste avant, voilà ce que l'on va obtenir. Apparition d'une couleur bleutée, caractéristique de la présence d'ions cuivre. Donc on peut constater que du cuivre métallique s'est transformé en ion cuivre Cu2+. Cette transformation qui est ici, il faut qu'elle soit équilibrée, comme toute transformation, et pour permettre donc le passage d'un atome à un ion, ce sont deux électrons qui ont été libérés. L'atome de cuivre a cédé deux électrons et ainsi s'est transformé en ion cuivre. Ça peut être généralisé à toute oxydation. Une oxydation correspond à une perte d'électrons. Là, il y en a deux qui ont été perdus. Et une espèce chimique qui subit une oxydation, elle se transforme en une autre espèce chimique qu'on appelle un oxydant. Donc pour résumer, le cuivre, c'est le réducteur, et l'ion cuivre, Cu2+, c'est l'oxydant. Il faudra bien distinguer, quand vous parlez, vous ne dites pas le cuivre. À la rigueur, si on dit le cuivre, ça fait penser à l'atome de cuivre. Mais si vous voulez parler de Cu2+, dites bien l'ion cuivre, à différencier de Cu. Alors cet ion cuivre, justement, on a dit que c'était un oxydant, il est capable de subir une réduction. Quand on le place en présence d'aluminium, donc voici une solution qui contient des ions cuivre, je mets de l'aluminium à l'intérieur, au bout d'un certain temps, on voit apparaître au fond du bécher une poudre rouge, c'est du cuivre, donc l'ion cuivre, Cu2+, s'est transformé en atome de cuivre, et cette fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gain d'électrons. L'ion cuivre a gagné deux électrons pour se transformer en atome de cuivre, qui est donc un réducteur. Et donc ce gain d'électrons, cette réduction de Cu2+, correspond à un gain d'électrons. La réduction, c'est un gain d'électrons, c'est l'opération exactement inverse de l'oxydation. On a donc vu deux transformations inverses qui mettent en jeu toujours les deux mêmes espèces chimiques et on dit qu'elles sont conjuguées. Comme elles peuvent se transformer l'une en l'autre et inversement, elles forment un couple oxydant-réducteur. L'oxydant est toujours écrit en premier, donc là on écrira Cu2+, Cu. Ce couple est caractérisé par une demi-équation d'oxydoréduction qui traduit l'échange de l'une en l'autre. Et cet échange est possible grâce à deux électrons. Comme l'échange est possible dans les deux sens, il est matérialisé par un signe égal qui est ici. Alors on parle de demi-équation électronique, vous allez très vite comprendre pourquoi, toujours avec le même exemple, donc le cuivre qui est oxydé en ion cuivre, le couple Cu2+, Cu intervient, mais cette oxydation elle a lieu grâce à la présence d'ions argent, Ag+. Et ces ions argent en fait vont se transformer, et en voici la manifestation. Quand on zoome ici le résultat de la transformation, on voit apparaître sur le cuivre des filaments brillants qui se sont déposés. Ces filaments, ce sont
c'est de l'argent. Cette transformation, cette réaction chimique s'appelle l'arbre de Diane, et là vous comprenez pourquoi on l'appelle ainsi. Et vous voyez donc qu'il y a un deuxième couple oxydant-réducteur qui intervient, c'est le couple Ag plus Ag. J'ai toujours placé l'oxydant avant le réducteur. Et ce qu'il faut retenir et qu'on va pouvoir généraliser à toute transformation, c'est qu'une réaction chimique fait toujours intervenir deux couples. L'oxydant d'un couple, ici Ag+, a réagi avec le réducteur d'un autre couple, Cu. Et donc maintenant, on va chercher à écrire l'équation globale de la transformation. Pour cela, on va utiliser les deux demi-équations de chacun des couples. Donc celle-là, on l'a déjà vue. Voici celle qui concerne le couple de l'argent. Donc elle est plus simple puisqu'il n'y a qu'un seul électron échangé. Et maintenant, je vais obtenir l'équation globale en tenant compte de ces deux demi-équations. Mais avant de pouvoir faire la somme, eh bien, il faut veiller à ce qu'il y ait, entre guillemets, pas d'électrons perdus. Tous les électrons qui ont été cédés par une espèce chimique vont être captés par une autre. Et on ne doit pas laisser d'électrons tout seul. Là, si je fais la somme, vous voyez qu'il y en a deux qui sont produits, un seul qui va être capté. Il y a un déséquilibre. Et en fait, ce déséquilibre, il va être levé parce que pour faire réagir un atome de cuivre, eh bien, on a besoin de 2 ions argent. Alors, petite remarque juste avant de faire la somme, vous voyez que j'ai écrit les deux demi-équations en mettant là le cuivre à gauche alors qu'il est écrit à droite, et ici j'ai mis l'argent à gauche alors qu'il est écrit à gauche. Vous pouvez vous poser la question pourquoi? Parce qu'en fait je demande à mes élèves, pour des raisons de simplification par la suite, d'identifier, avant d'écrire les demi-équations électroniques, d'identifier quels sont les réactifs qui interviennent. Ici les réactifs, on est bien d'accord, hein, c'est le cuivre que j'ai mis ici, s'est transformé en Cu2+, donc le cuivre est bien réactif, et les ions argent, eux, se sont transformés en argent, donc les ions argent sont réactifs. Ainsi, quand je vais faire la somme, eh bien, les réactifs étant déjà à gauche, ça me simplifie les choses. Parce que dans certaines équations plus compliquées, c'est parfois un peu difficile au moment justement de faire la somme. Et si on met systématiquement l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, quand on écrit les demi-équations électroniques, eh bien, au moment de faire la somme, il faut croiser, et ça peut être un petit peu plus complexe. Enfin, moi, je trouve ça plus complexe, donc je préfère réfléchir à l'avance et mettre les réactifs à gauche, les produits à droite, et ensuite on peut faire la somme. Donc, une fois la somme faite, voilà ce qu'on voit apparaître. Hein. Tout ce qui était à gauche du signe égal, eh bien, on le retrouve ici. Là, cette fois, on a une flèche qui indique bien que les réactifs se transforment en produits, plus de signe égal, hein, parce que c'est bien le cuivre qui réagit avec les ions argent et non pas le contraire. Et pour avoir le bilan global, on va simplifier. Comme on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas d'électrons perdus, eh bien, vous voyez apparaître autant d'électrons à gauche qu'à droite, et ce n'est pas nécessaire en fait de les écrire, hein, le bilan global, le voici. Alors il se trouve que cette transformation-là, si on vous avait demandé d'écrire l'équation entre le cuivre et les ions argent, elle n'est pas difficile du tout à trouver. Mais dans le cas des réactions d'oxydoréduction, on va être amené à rencontrer des équations bien plus complexes pour lesquelles il est indispensable de suivre cette démarche, c'est-à-dire on écrit chacune des demi-équations, on multiplie éventuellement l'une ou l'autre ou les deux par un coefficient adapté pour obtenir le bilan global. Voici une illustration de ce que je viens de vous dire, plus complexe donc. Un morceau de cuivre métallique placé dans une solution d'acide nitrique. On voit apparaître une effervescence. Cette effervescence correspond à un gaz que vous voyez s'échapper ici, un gaz roux qui est du dioxyde d'azote. Et puis on voit aussi que la solution s'est colorée en vert. Alors en vert, c'est notamment dû à la présence de ce gaz roux, mais une fois qu'il se sera totalement échappé, on va avoir une solution bleutée caractéristique des ions cuivre. Donc le couple Cu2+, Cu intervient, voici la demi-équation qu'on a déjà rencontrée, et le cuivre est donc placé en deuxième. Ici c'est un réducteur, il va réagir avec un oxydant. L'oxydant ici c'est l'ion nitrate. Donc l'ion nitrate est associé au dioxyde d'azote, gazeux,
dont je vous ai parlé, on va écrire la demi-équation correspondante. Et pour cette demi-équation, eh bien, les électrons seuls ne vont pas suffire. Si je mets un électron par là pour avoir la même charge électrique des deux côtés, ça ne résout pas mon problème de l'oxygène. J'ai 2 oxygènes ici et 3. Donc comment est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien il faut savoir que ces transformations, elles ont lieu aussi en solution et en solution aqueuse. La molécule d'eau contient de l'oxygène, contient aussi de l'hydrogène, on en reparlera, et donc l'équilibre peut se faire par la production ou la consommation de molécules d'eau qui évidemment ne sont pas visibles au niveau de la transformation, mais c'est tout à fait envisageable et possible, et donc l'équilibre de l'oxygène est assuré ici par la production d'une molécule d'eau. Cette molécule d'eau va aussi montrer l'apparition de 2 atomes d'hydrogène et donc déséquilibre qui va être là aussi levé grâce à la présence initialement d'ions H+, puisque la solution d'acide nitrique contient bien aussi des ions H+, et donc certains de ces ions H+, présents vont eux aussi subir une transformation pour donner naissance donc à la molécule d'eau dont j'ai parlé. Il faut bien 2 ions hydrogène H+, pour une molécule d'eau qui contient 2 hydrogènes. Une fois que les éléments chimiques N, O, H sont équilibrés, il ne reste plus que les charges électriques. À droite, on a la neutralité, 2 molécules, et à gauche, on a une charge moins ici et 2 charges plus. Donc, globalement, une charge plus, il faut un électron pour équilibrer cette demi-équation. Comme on l'a dit tout à l'heure, on s'arrange pour que les électrons échangés d'un côté soient les mêmes que de l'autre. Donc on va multiplier par 2 cette demi-équation avant de pouvoir faire la somme des 2 demi-équations, ce qui nous donne le bilan suivant. Donc là on tombe sur une équation quand même beaucoup plus compliquée que la précédente. Troisième exemple, celui de la bouteille bleue, l'expérience de la bouteille bleue qu'on obtient en mettant du glucose dans une solution basique d'hydroxyde de sodium et en rajoutant un indicateur coloré qui s'appelle le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène est symbolisé par cette notation-là quand il est sous sa forme oxydée, B2+. Alors B, ça symbolise une structure bien plus complexe et donc pour pas que ce soit trop compliqué à écrire, et ça n'a pas d'importance fondamentale par la suite, on symbolise par la lettre B. Donc quand on fait ce mélange, on obtient cette solution qui est bleutée, et au bout de quelques secondes d'attente, on se rend compte que la solution se décolore. On peut à nouveau obtenir la solution colorée si on agite vigoureusement. Alors il y a 2 phénomènes qui ont lieu, la décoloration puis la recoloration du bleu de méthylène. Au niveau du bilan, je ne vais m'intéresser qu'à la décoloration. Décoloration du bleu de méthylène, donc je vous l'ai dit, la couleur bleue est due à la forme oxydée du bleu de méthylène, B2+, qui intervient dans un couple associé à BH+, qui est donc la forme réduite. On va équilibrer cette demi-équation-là, mais on ne va pas pouvoir l'équilibrer de la même manière que précédemment. Tout à l'heure, on avait une solution acide, de l'acide nitrique. Là, on a affaire à une solution qui est basique. La solution basique, elle, est caractérisée par la présence d'ions hydroxyde, HO-, et donc pas d'ions H+. On ne peut pas mettre des ions H+, pour équilibrer cette demi-équation puisqu'ils ne sont pas présents dans la solution. Il faut s'arranger donc avec des ions hydroxydes qui eux sont présents et avec toujours des molécules d'eau puisqu'on est toujours en solution aqueuse. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il manque un hydrogène à gauche. Je pourrais dire je vais rajouter H2O ou HO-, mais du coup ça fait aussi intervenir l'élément oxygène. Donc là il faut trouver la solution pour équilibrer à la fois les hydrogènes et les oxygènes, sachant qu'une molécule d'eau, c'est 2 hydrogènes, 1 oxygène, et l'ion HO-, c'est 1 et 1. Eh bien, la solution, elle n'est pas très très complexe. Voilà, si on met une molécule d'eau ici et un ion hydroxyde, eh bien, on aura traduit l'équilibre de tous les éléments chimiques. Restent donc les charges électriques. Là, vous avez une charge plus, une charge moins, neutralité. Là, il y a 2 charges plus. Il faut donc 2 électrons pour avoir une équation équilibrée. Le bleu de méthylène, quand il disparaît, il réagit avec un autre réactif qui est en fait le glucose. Le glucose, c'est un réducteur, donc on a bien un oxydant qui réagit avec un réducteur, pour revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on va donc écrire la demi-équation correspondant donc à la transformation du glucose, et vous allez voir, je vais tout de suite écrire à gauche
le glucose, hein, pour que ça me simplifie la somme par la suite. Alors, qu'est-ce qui n'est pas équilibré? Il y a l'hydrogène, là il y en a un de plus qu'ici, et l'oxygène, il y en a un de plus par là. Je vais équilibrer ça avec des ions hydroxydes et avec des molécules d'eau. C'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, il faut chercher un petit peu, et là on s'en sort en mettant 3 ions hydroxydes et 2 molécules d'eau. On va bien avoir le nombre d'hydrogène et le nombre d'oxygène parfaitement équilibrés. Restent les charges. Là, il y a 3 charges négatives. De l'autre côté, une seule charge négative pour l'instant, donc 2 électrons. Et là, finalement, certes, les demi-équations étaient plus complexes, mais au moment d'en faire la somme, eh bien, c'est très simple, puisqu'il y a 2 électrons échangés de part et d'autre. Donc, je peux faire la somme et obtenir ce bilan un peu complexe, mais qu'on va pouvoir simplifier un tout petit peu, puisque, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai fait mon premier bilan, il y avait autant d'électrons de chaque côté et j'ai donc simplifié pour qu'ils n'apparaissent plus. Là, je peux le faire aussi pour toute espèce chimique qui va être présente d'un côté ou de l'autre. Je peux enlever le nombre de molécules ou d'ions pour simplifier les choses. Là, j'ai de l'eau, une molécule d'eau ici, 2 molécules d'eau ici, bien je peux enlever une molécule d'eau de chaque côté. Il ne restera plus qu'une molécule d'eau côté produit. Pareil, j'ai des ions hydroxydes de chaque côté, 1, 3, je peux en enlever un de chaque côté dans le bilan, et on arrive donc à ce bilan un petit peu plus simple qui est celui-ci. Alors pour terminer, juste une petite parenthèse pour aborder une notion qui va légèrement au-delà du programme, mais ce n'est pas très grave. Tous les métaux ne peuvent pas être oxydés par tous les réducteurs. Je vais vous le prouver au travers de deux situations. Voici donc de la poudre d'aluminium et un morceau de cuivre placé dans des tubes et on rajoute de l'acide chlorhydrique. Qu'est-ce qu'on voit apparaître à gauche? L'aluminium réagit, il va être oxydé par les ions H+, qui sont oxydants. En revanche, à droite, le métal cuivre, lui, n'est pas oxydé par H+. Pourtant, H+, est bien un oxydant. Mais tous les oxydants ne peuvent pas réagir avec tous les réducteurs. Donc H+, n'est pas suffisamment puissant pour faire réagir tous les réducteurs. Une autre illustration, avec un métal noble et précieux, le métal l'or, que vous connaissez bien évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'il est précieux? Parce que justement il ne s'oxyde pas. Et puis c'est lié aussi à la quantité qu'on peut en trouver qui est quand même relativement rare. Donc là vous avez un bloc énorme de cuivre, un des plus gros blocs qu'on ait pu trouver au monde. L'or donc garde son apparence parfaitement brillante, ne va pas subir l'oxydation du dioxygène de l'air. Pourtant le dioxygène est un oxydant assez fort. Lui, il est capable d'oxyder beaucoup de métaux. La raison de ces deux observations, eh bien, c'est qu'en fait, tous les couples n'ont pas la même capacité à intervenir. Tous les oxydants ne sont pas aussi forts les uns que les autres, tous les réducteurs ne sont pas non plus aussi forts les uns que les autres, et ceci se traduit par une échelle qui est graduée grâce à une donnée ici qu'on appelle le potentiel standard, et le couple de référence, c'est celui qui fait intervenir l'ion hydrogène, avec la valeur 0. Eh bien, en fonction de la position d'un couple par rapport à l'autre, on va voir que la réaction est possible ou non. Donc là, l'ion H+, a un potentiel de 0, c'est le potentiel de référence. Il est plus fort, c'est un oxydant qui est plus fort que le couple qui intervient ici, le couple de l'aluminium, qui lui a un potentiel de moins 1,66. Et bien donc l'oxydant de ce couple, l'ion H+, est capable de réagir avec le réducteur de ce couple, qui est l'atome d'aluminium. En revanche, vous voyez que le cuivre, le couple du cuivre, lui, a un potentiel qui est plus fort. Donc l'oxydant de ce couple n'est pas capable de réagir avec le réducteur de ce couple. L'ion hydrogène ne pourra pas oxyder le cuivre. Le dioxygène, qui est un oxydant présent dans l'air, a un potentiel, lui, qui est de 1,23. Donc on est très haut dans le diagramme qui est ici, mais pas suffisamment haut pour pouvoir oxyder l'or. En revanche, il va oxyder tous les métaux qui sont ici. Mais le dioxygène, donc, n'est pas capable d'oxyder ce métal.